Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Bruno Gollnisch. Bonjour Bruno Gollnisch, j'espère que vous allez bien. Je vais. Ah bah c'est parfait. Nous sommes aujourd'hui à la fête du cochon de Bretagne. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous pensez de toutes les collectivités qui cherchent à interdire le porc, notamment dans les cantines scolaires. J'en pense le plus grand mal parce que le porc fait partie traditionnellement de notre alimentation. Il est le descendant du sanglier que consommait déjà Astérix. Par conséquent, je pense que c'est aux nouveaux arrivants, à ceux qui se sont agrégés depuis moins longtemps dans notre culture, à s'adapter à nos mœurs, nos us et coutumes, et non pas l'inverse. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent que le grand remplacement est un fantasme d'extrême droite? Je pense qu'elles ont tort. Je pense que le grand remplacement, qui est la conjonction en quelque sorte de la dénatalité française, les Français ne font plus assez d'enfants, les Français de souche, on m'excusera d'employer le terme, et d'une part, et d'autre part, de l'immigration massive et incontrôlée, ce grand remplacement est une réalité. Moi, il suffit d'ouvrir les yeux, d'aller dans le métro, d'aller dans un certain nombre de nos villes, de nos banlieues, et pas seulement de nos banlieues d'ailleurs, pour se rendre compte que c'est une réalité. Il n'y a pas besoin de se livrer à des statistiques extrêmement approfondies. Et croyez-vous qu'il soit possible, justement, parce que vous parliez de Français de souche, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'assimiler des millions d'extra-européens, ou faut-il pratiquer une remigration massive pour bon nombre d'entre eux? Alors, je pense qu'il faut pas pratiquer la remigration expéditive pour tous ceux qui ont commis des crimes ou des délits ici. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que la nationalité française ne devrait être accordée qu'à ceux qui l'héritent, qui en héritent parce que leurs parents sont français, ou qui la méritent. Et j'en connais. J'étais récemment à la fête que donnait une jeune fille que j'ai connue comme étudiante syrienne d'origine pour fêter sa naturalisation française. Indiscutablement, elle aime la France, elle est une patriote, elle connaît notre culture et elle est prête à servir notre pays. Par conséquent, pour cela, il y a pas de problème. Mais il y a évidemment tous les autres. Je pense que les lois de nationalité doivent être révisées de telle façon qu'elles ne puissent être en aucun cas données de façon automatique, comme c'est le cas aujourd'hui, simplement à des jeunes gens qui ont résidé en France depuis X années, ou même à des gens qui, bien souvent, ne l'ont pas demandé ou l'ont demandé, mais du bout des lèvres, sans résilier leur nationalité d'origine. Vous avez probablement vu que Civitas était sous l'objet d'une procédure de dissolution. Vous avez peut-être aussi vu que Ivan Benedetti, président des nationalistes, a été arrêté et placé en garde à vue parce qu'il s'était rendu au cimetière où était Pierre Sidos pour lui rendre hommage. Vous avez aussi probablement vu toutes les manifestations qui étaient interdites par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous pensez de cette oppression politique envers la droite nationale? Je pense que c'est odieux et minable. Voilà. Je pense que c'est odieux parce que c'est moralement inacceptable, enfin, d'arrêter quelqu'un qui vient déposer des fleurs sur la tombe d'un de ses mentors. Bon, quoi que l'on pense de Pierre Sidos ou d'Ivan Benedetti, c'est absolument scandaleux. Ça ne se ferait jamais avec des militants d'extrême gauche ou autre. Bon, je pense que c'est minable aussi parce que ça procède d'un calcul politique que M. Darmanin voudrait apparaître comme l'homme équanime, juste, qui est capable de taper aussi bien à gauche qu'à droite, ou comme ils disent, à l'extrême droite. Or, il y a une très grosse différence, c'est que les manifestations d'extrême gauche sont généralement des manifestations violentes, qui se caractérisent par des agressions contre les biens et contre les personnes, alors que ceux dont vous parlez, qu'il s'agisse de Civitas, qu'il s'agisse de cette association à Angers aussi, dont le nom ne me revient pas, Alvarium, oui, qui a été dissoute, qu'il s'agisse de toute autre chose, n'ont jamais porté atteinte aux biens et aux personnes. Et par conséquent, leur liberté d'expression doit être entière et n'en déplaise au caporalisme du ministre
qui manifestement abuse de ses pouvoirs, malheureusement quelquefois avec la complaisance du Conseil d'État, dont la section du contentieux me paraît très mal composée. Vous avez peut-être remarqué que les Français de souche, vous l'avez dit tout à l'heure, fait de moins en moins d'enfants. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une tendance à vouloir ringardiser le modèle du foyer familial traditionnel? Ah ben ça ne date pas d'hier. Ça, les journaux féminins, Elle et Marie-Claire, depuis 50 ans, essaient de persuader les femmes que si elles se satisfont du rôle d'épouse et mère, elles sont ringardes, idiotes, opprimées par leur père ou par leur mari, etc., et qu'il n'est de femmes valables que celles qui travaillent. Alors, on vous présente des avocates, des chefs d'entreprise, des médecins, etc. Sauf que dans la société, il n'y a pas que des avocates, des médecins ou des chefs d'entreprise. Le modèle de l'égalité des sexes, c'était l'Union soviétique, où les femmes étaient également maçons, actionnels marteau-piqueurs, et se livraient à toutes sortes de travaux pénibles et dégradants. Est-ce que c'est cela qu'on veut pour les femmes? Moi, je crois qu'il y a des femmes tout à fait remarquables qui peuvent exercer toutes sortes de fonctions dans la société, mais que le rôle de la société n'est pas de promouvoir à tout prix l'identité de rôle entre l'homme et la femme, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui clochera, en ce sens que c'est pas les hommes qui peuvent porter les enfants. Par conséquent, et si l'on veut assurer la pérennité de notre peuple, de notre civilisation, il faut aider les femmes qui font ce choix héroïque aujourd'hui de donner la vie. Très bien. On parle beaucoup d'inflation économique en ce moment. Est-ce que vous pensez que cet appauvrissement des Français est le résultat d'une incompétence pure de la politique, ou est-ce qu'il y a la volonté de vouloir rendre le peuple de plus en plus dépendant à son État? Je crois qu'il y a un peu des deux. En ce qui concerne l'inflation, elle me paraît être la conséquence naturelle je l'attendais bien avant qu'elle ne se manifeste. J'étais étonné que dans l'immédiat post-Covid, elle n'arrive pas plus tôt. On a dépensé des dizaines, des centaines de milliards dont on n'avait pas le premier centime. Par conséquent, la conclusion de cela, tout à fait naturellement, c'est l'arrivée de l'inflation. Bon, est-ce que c'est par incompétence ou par volonté de nuire? Je ne sais pas. C'est en tout cas par incompétence à mon avis. Mais il n'y a pas que cela. Il y a le déficit de notre balance commerciale qui est catastrophique, c'est-à-dire que nous achetons aux autres beaucoup plus que nous ne leur vendons. Et ça, par dizaines de milliards. Et ça ne peut pas durer éternellement. Parce qu'à la limite, le déficit du budgétaire, le fait que nous excédions largement les 3% prévus par le traité de Maastricht, ça ne serait pas si grave si notre balance commerciale était excédentaire. Voilà. Mais quand il y a à la fois le déficit budgétaire et le déficit de la balance commerciale, ça veut dire très clairement que nous vivons à crédit et c'est pas éternellement tenable. Et il est évident qu'il y a une volonté de spolier les Français et qu'on va taper sur ceux qui ont le malheur d'avoir un peu de bien, soit sous forme d'économie monétaire, soit sous forme d'un petit patrimoine immobilier. Je vois par exemple que à Paris, moi j'ai reçu mes taxes foncières pour parking que je possède. Un parking, c'est pas un château, hein. Voilà, la taxe foncière, elle a augmenté en une seule année de 65% sous la direction de Madame Hidalgo. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce parking. Je vais essayer de le vendre. Voilà, je peux pas. Parce qu'il y a la taxe foncière, puis il y a la taxe d'habitation, même sur les parkings, alors que j'habite pas vraiment le parking, entre nous soit dit. Oui, vous n'avez pas un camping-car. Non. Il y a une nouvelle religion qui semble s'être durement installée en France, et vraiment de manière très efficace, et je ne parle même pas de l'islam cette fois-ci, je parle de la religion, de l'église, de la climatologie. Est-ce que vous êtes adepte de cette religion qui consiste à faire culpabiliser l'homme blanc parce qu'il roule en 4x4 ou parce qu'il prend une douche par jour? Non, je trouve que c'est absolument odieux, c'est odieux et ridicule, mais il y a un matraquage qui est extraordinaire, que n'indiquent pas un certain nombre d'ouvrages courageux. Je pense notamment à ceux de M. Gérondeau, polytechnicien et ancien directeur de la société civile, qui démontrent les impostures écologiques. D'abord, il paraît indiscutable qu'il y ait un réchauffement climatique,
parce que la rétractation des glaciers ou la progression des déserts en est un symptôme. Maintenant, en ce qui concerne l'origine anthropique, c'est-à-dire de l'activité humaine, de ce réchauffement climatique, c'est déjà beaucoup plus aléatoire. Et en tout état de cause, à supposer que cela soit établi, et moi je connais un certain nombre de bons esprits scientifiques qui me disent le CO2, oui, il provoque un effet de serre, mais d'un autre côté, il empêche, il freine le rayonnement solaire. Et le bilan est absolument nul. Bon, donc j'aimerais bien que ce point soit éclairci. Moi, je n'ai pas les compétences pour le faire. Mais ce que j'observe, et ce qui me met toujours la puce à l'oreille dans pareil cas, c'est qu'il n'y a place dans les médias que pour une seule doctrine. Voilà. Qui est matraquée matin, midi et soir. Et effectivement, nous sommes des salauds parce que, comme vous dites, on prend une douche ou bon. On fait un barbecue. On fait un barbecue, oui. Non, je pense que là, c'est tout à fait ridicule. Alors, on met des espoirs dans la voiture électrique, alors que nous avions une grande avance technologique sur le diesel qui était de moins en moins polluant et de moins en moins producteur de CO2, d'ailleurs moins que la voiture à essence. Alors, on dit la voiture électrique, mais comme il m'est arrivé de le dire à un certain nombre de protagonistes de la voiture électrique, mais c'est très, très joli, mais l'électricité, il faut la produire. C'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur. Alors, la produisez avec quoi? Alors, Madame Merkel l'a produit avec du charbon. Alors, je suis pas sûr que le bilan énergétique soit très positif. En réalité, l'Occident, comme d'habitude, est victime d'une tentative de culpabilisation absolument scélérate, alors que, évidemment, l'Inde, la Chine, les États-Unis, eux, n'ont absolument pas les mêmes scrupules. Non, voilà. Effectivement. Tout au long de sa vie politique, Jean-Marie Le Pen n'a cessé d'être un lanceur d'alerte en puissance. Oui. Est-ce que vous regrettez tous ces politiciens aujourd'hui qui reprennent sa lucidité sans jamais lui porter le moindre hommage? Alors, je regrette pas qu'ils reprennent ses analyses. J'entends quelquefois monsieur, pas toujours quand même, mais enfin, monsieur Julien Drey, là, à la télévision, l'ancien de SOS Raciste, l'ancien dignitaire socialiste, le monsieur Bling Bling avec les montres de collection, qui maintenant parle comme Le Pen. Bon, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais effectivement, il ne rendra jamais pour autant hommage à Le Pen. Et autant je suis satisfait du premier terme de l'équation, autant je suis très irrité du deuxième. Parce que oui, Le Pen avait raison, et Le Pen a été ignoblement persécuté, il a été persécuté judiciairement, il a été persécuté financièrement, il a été persécuté politiquement, lui et tous ceux qui l'ont suivi, dont je suis, et je voudrais, non pas par esprit de vengeance, mais par esprit de justice, que cela soit acté une fois pour toutes. Vous m'excuserez ma prononciation, mais Felons wa Nihon Yori Moimin no Shinyu kara Mi wo Mamura no Gaga Rujizuka. Le Japon se protège-t-il mieux de l'invasion migratoire que la France? Oui, voilà. Il s'en protège nettement mieux, d'abord parce qu'il a des lois beaucoup plus strictes, parce que vous ne devenez pas japonais comme ça d'un claquement de doigts. Il suffit pas d'être né sur le sol japonais. Si vous êtes né sur le sol japonais de parents coréens ou guatémaltèques ou mongols, vous resterez coréen, guatémaltèque ou mongol. S'il n'y a pas une démarche volontaire de demande de naturalisation qui n'est pas accordée facilement. Et puis, il faut dire que c'est un peu plus facile pour eux aussi, parce que c'est un État archipélagique, donc il y a que 2 points d'entrée aérien pratiquement, c'est l'aéroport international de Tokyo et l'aéroport international d'Osaka. Donc c'est assez facile à contrôler. Bon, ou alors les ports, le port de Yokohama par exemple. Bon, là aussi c'est assez facile à contrôler et c'est quand même assez loin des sources de l'immigration. Ceci étant, on ne cesse de dire aux Japonais dans les instances internationales qu'ils ont tort, qu'il faut qu'ils acceptent l'immigration, que d'ailleurs leur natalité est déclinante, enfin, exactement les mêmes arguments que ceux qu'on utilise chez nous, et je pense que à la longue, malheureusement, ça finit par porter, mais enfin fort heureusement, dans le domaine des erreurs à ne pas commettre, ils ont 30 ans ou 40 ans de retard sur nous,
Donc, pour le moment, c'est encore acceptable. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés et pour avoir écouté jusqu'au bout cette interview. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne, commenter, la liker et la partager. Suivez-moi tous les jeudis soirs sur Telegram où je suis en direct à 21 h sur tous les sujets. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et bonne semaine.